Alors Laurent Berton, bonsoir, merci d'être là. Merci. Vous êtes, je ne sais pas si je dois encore vous présenter, parce que nos téléspectateurs vont évidemment déjà vous connaître. Vous êtes premièrement journaliste, donc ça c'est quelque chose sur un élément sur lequel on pourra revenir par la suite, mais vous êtes également écrivain, vous êtes fait connaître évidemment avec la France Orange Mécanique, qui a été vendue à plus de 200 000 exemplaires. Ensuite, vous avez écrit Utoya, qui racontait notamment, enfin pas notamment d'ailleurs, le massacre d'Utoya, la petite ville norvégienne avec Anders Breivik, qui vous a valu évidemment de nombreuses critiques. Et vous venez de faire paraître La France Big Brother, donc tout cela évidemment aux éditions Ring. Et alors déjà pour commencer, c'est amusant de noter que ces ouvrages ont eu un certain succès. Et malgré tout, nous ne vous avons pas vu dans les médias. Eh bien oui, alors ça c'est justement le thème, ça tombe bien, c'est le thème de ce troisième livre, puisque il s'intéresse principalement justement à, pas seulement les médias, mais ceux qui détiennent l'expression en France. On parle beaucoup de la liberté d'expression et il faudrait plutôt parler de l'équité d'expression. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose à votre voisin, vous avez le droit de le faire, très bien, mais sauf que quelqu'un qui a le pouvoir de le dire à la télévision parlera à des millions de personnes, ce que vous ne ferez jamais dans toute votre existence. Donc, c'est un peu l'interrogation de départ, la problématique centrale qui m'a amené à écrire ce livre. Donc, à montrer pourquoi, en dehors de ce que relayaient les médias, il y avait aussi d'autres livres, d'autres écrits, d'autres, on va dire, pensées qui existaient en dehors du système officiel. Qui intéressait de plus en plus les gens. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai écrit ce troisième livre. Alors évidemment, la France Big Brother, 1984, George Orwell, c'est quelque chose visiblement qui a dû vous marquer. En plus, c'est amusant, vous êtes né en 1984, donc je ne sais pas si c'est un élément significatif, mais en tous les cas, vous citez George Orwell à de nombreuses reprises dans votre ouvrage. Est-ce que c'est un roman, quand vous l'avez lu, vous, avant, qui vous avait déjà considérablement marqué ? Alors, il m'avait marqué, en effet, et j'avais retenu certains concepts de ce roman, comme par exemple la double pensée, qui était, je pensais à l'époque, un concept purement intellectuel. On me disait, il s'est amusé à faire ça, ça n'a pas de réalité, sauf qu'aujourd'hui, la double pensée, elle est vraiment évidente. Quand on analyse notamment comment raisonnent les individus qui contrôlent l'expression, on se rend compte que la double pensée est capitale chez eux. Par exemple, la façon qu'ils ont de promouvoir le vivre ensemble pour passer leur vie à le fuir. C'est un des exemples, mais tout est comme ça, leur vie est faite comme ça. Et ils ne reposent que là-dessus. Parce que je fais d'une certaine manière. Exactement. Et alors finalement, donc vous avez un sous-titre c'est le conditionnement d'une nation. Comment on pourrait résumer finalement cet ouvrage ? Est-ce que on pourrait dire que c'est un peu la chronique de la manipulation du système politique et médiatique ? Est-ce que on pourrait tout simplement le résumer en disant allez lire 1984 aussi ou 2080 aussi que vous citez plus tard dans le livre ? Alors c'est ça, c'est vraiment la base de la manipulation, le conditionnement que j'apparente au dressage. Au dressage vis-à-vis d'un animal domestique, la récompense, la punition. C'est de la même manière que le système procède. C'est-à-dire que, autant pour la consommation, la publicité, on fait rentrer dans votre cerveau des phrases, des slogans que vous devez répéter dans des conditions, enfin, en famille, avec votre entourage. Et ça peut être un slogan autant pour acheter du jus de fruits ou pour un slogan politique. Vous devez répéter la même chose. Par exemple, pas d'amalgame, on a entendu énormément ce slogan ces derniers jours. C'est le même fonctionnement. Quand on demande aux gens pourquoi vous répétez ce slogan, d'où il vient, réfléchissez, qui l'a mis dans votre tête, ils se rendent même pas compte que ce slogan a été imposé par la télévision, par les médias, par un martelage systématique. Voilà, exactement. Et le matraquage fonctionne pas s'il n'a pas une récompense. C'est-à-dire que quand on prononce à notre tour, quand on s'approprie ce slogan dans la rue, on a une sorte de supériorité morale vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que quand on dit pas d'amalgame, on touche à quelque chose de supérieur. On fait partie des gens de bien. Voilà, on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris.
que eux ils pensent bêtement, c'est platement, qu'on peut faire des liens entre les choses, qu'on peut réfléchir. Nous on a passé un cap, voilà. Et c'est ça, et il y a le versant punitif, que si vous faites l'amalgame, là attention, vous vous mettez en dehors d'une certaine humanité, d'une certaine idée de l'humain, que les médias portent assez puissamment, et que les gens répercutent eux-mêmes. Nous sommes, au bout du compte, les flics de notre propre pensée. Ce qui est la police de la pensée est important dans le roman d'Orwell. Là, c'est ça. C'est pas seulement les médias, c'est que nous jouons le jeu et nous finissons par répercuter cette sorte de terreur organisée. Et donc, voilà, la pensée s'uniformise de plus en plus. Et c'est beaucoup plus confortable de l'adopter plutôt que de s'élever contre elle. Alors justement, vous parlez des gens. Vous vous adressez dans cet ouvrage à Monsieur Moyen. Enfin, vous adressez du moins les cadres du parti qui réussissent à constituer ce Big Brother, qui est un peu difficile à véritablement appréhender. C'est tout l'intérêt, justement. Si on devait définir Monsieur Moyen, en fait, Monsieur Moyen, c'est qui? C'est moi, c'est vous, c'est nous? C'est nous tous. C'est Monsieur Moyen, on a tous quelque chose de Monsieur Moyen en nous. C'est l'individu qui subit la télévision, qui subit tout ce qui se passe, qui a tellement d'intérêt dans la vie actuelle, c'est-à-dire dans sa vie, on va dire, professionnelle, sa course à la consommation. Il a tellement investi dans cette société-là qu'il ne va pas prendre de risque, qu'il ne peut pas prendre le risque de s'en détacher pour réfléchir et pour éventuellement la combattre. Donc tout est là. C'est-à-dire qu'il a accepté cette soumission à un maître, le maître Big Brother, il a accepté de se soumettre à la consommation dominante, à la morale dominante, et donc à partir de là, à mettre entre parenthèses son existence. Il s'en remet qu'à l'état tout-puissant, et lui-même, en tant qu'individu, il n'a pas d'existence propre. Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est amusant parce que justement, vous venez d'utiliser le terme de soumission. Soumission, c'est un mot qui a fait beaucoup parler de lui, évidemment, avec le dernier roman de Michel Houellebecq. Alors évidemment, si là, vous ne l'utilisez pas en faisant référence à un parti qui monte, un parti musulman qui monte, finalement, c'est le même concept. C'est-à-dire que par une forme de praticité, d'opportunisme, c'est mieux de rentrer dans le rang, quitte à ce que ça soit pas notre rang à l'origine. Mais oui, c'était absolument évident, et nous faisons tous, qui que nous soyons, nous avons tous à un moment donné une sorte d'autocontrôle. C'est ça qui est impressionnant, c'est que quand dans une conversation, dans la rue, devant les médias ou quoi que ce soit, nous avons tous une retenue automatique qui nous mesurons chacune de nos paroles, chacun de nos propos, et peser soigneusement, parce qu'il y a une peur de quelque chose. Surtout pas aller trop loin. C'est très intéressant d'avoir réussi à imposer ça à une société entière. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui nous a mis dans la tête tous ces slogans, tout ce matraquage et cette peur permanente, cette sorte de culpabilité, de retenue? C'est vraiment la réflexion de ce livre. Et il y a une forme évidemment de soumission, de conformisme facile, que c'est beaucoup plus simple d'hurler avec les loups plutôt que d'émettre un doute. À un moment donné, l'être humain l'animal a une peur panique d'être exclu du groupe. Aujourd'hui, bon, ça signifiait pas grand-chose, mais il y a quelques millions d'années, c'était mortel d'être exclu du groupe. On ne pouvait pas affronter seul les rigueurs de l'hiver, c'était impossible, c'était un arrêt de mort. Donc l'être humain est terrorisé par ça, donc il émet toujours des jugements qui vont dans le sens des choses. Mais finalement, ce Monsieur Moyen, je crois savoir que vous l'opposez à la secte des yeux ouverts. Qui pourrait représenter alors cette secte des yeux ouverts? C'est bien qu'il y a quelques individus qui arrivent à faire abstraction de ce politiquement correct et de ces carcans. Voilà, des individus un petit peu désespérés qui estiment qu'il y a peut-être une autre vérité ailleurs, qui voient très bien, eux, que cette espèce de folie collective les emmène dans une sorte de précipice, même si y a un enthousiasme assez général pour foncer, pour y courir. Eux voient qu'il y a un problème logique, quand on analyse froidement la situation, on voit très bien que c'est très bien d'avoir des incantations, des rêves, des idéaux, sauf qu'il y a aussi le principe de réalité. Et des gens, ont froidement compris que
là, les choses n'allaient pas dans le bon sens. Sauf qu'ils sont contre la masse. Donc, ils ont les yeux ouverts, certes, mais ils sont face à un bulldozer. Et donc, ils sont impuissants, donc voilà, ils achètent le suicide français. Exactement, voilà. Ils achètent le suicide français, ils rigolent en voyant les progressistes à la télévision, mais ça n'apporte rien de concret. Rien apporter de plus, exactement. Ça s'arrête là. Alors évidemment, comme dans Utoya, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué là au cours de ce début d'interview. C'est amusant parce que vous faites très souvent référence à la biologie, au côté animal de l'homme. Dans Utoya, vous faites référence très souvent au cerveau reptilien de Breivik quand il chasse littéralement les jeunes sur l'île. Finalement, on a l'impression dans la France Big Brother que vous déplorez une forme de domestication de l'être humain. Oui, c'est le thème majeur du livre selon moi. C'est biologiquement, nous sommes domestiqués. L'être humain s'est domestiqué lui-même. Si vous prenez par exemple les caractéristiques principales de la domestication, c'est la juvénilité permanente, c'est-à-dire qu'on passe notre vie à jouer comme un chien en fait. Si vous prenez le loup joue au début de sa vie, après c'est fini. Il y a un impératif de survie. Quand on a un État qui s'occupe de nous du début à la fin de notre vie, on n'a plus besoin de se battre pour chasser, on n'a plus besoin d'avoir les capacités à survivre. L'être humain, il survit pas parce qu'il a des capacités, parce qu'il est materné dans une société maternante, exactement. Donc, survit un peu n'importe qui. C'est une évolution très étonnante de l'histoire. Et c'est une question sur laquelle on ne s'est jamais vraiment fondamentalement interrogé, de se demander si le fait que notre société conserve tous les individus, c'est un peu brutal ce que je dis, mais si une société conserve tous les individus qui ne sont pas aptes par eux-mêmes à survivre, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer contre nous, de scier la branche sur laquelle on est assis et de, quelque part, de détruire l'humanité ? Voilà, c'est une des questions que je pose. Très clairement, il faut le dire, vous êtes quand même assez dur quand vous évoquez ce sujet, c'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'on pourrait dire que vous pensez que la sélection naturelle fonctionnerait toujours, on ne serait pas un peuple de dégénérés. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Sauf que ce que vous voulez dire en tout cas. Voilà, mais je pose surtout la question en remarquant que beaucoup de grands esprits, eux, se sont posé la question en se disant le socialisme c'est bien, sauf que voilà les problèmes que ça va poser. La sélection naturelle est finie. La médecine, au contraire, même inverse la sélection naturelle, puisque les gens les moins aptes se reproduisent le plus, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui a basculé, et beaucoup d'intellectuels socialistes ont fait remarquer, comme Orwell justement, que si cette situation continuait, forcément ça poserait un gros problème, parce que la masse d'individus qui en résulterait coûterait très cher à la société, trop cher, et que donc la société ne serait plus viable. Et que, par extension, même l'humanité n'arriverait plus à survivre, à faire face à la réalité. Pour moi, c'est une question qu'il faudrait se poser, et que justement, tout le monde évacue. Mais c'est encore une fois parce qu'elle est politiquement incorrecte. Oui, et c'est la logique du progressisme d'évacuer la réalité. On l'a vu avec les attentats de Charlie Hebdo. La réalité viendra après. Pour l'instant, on se tient tous par la main, on fait une farandole et on espère que ça va s'améliorer. Sauf que c'est pas comme ça la réalité. Mais alors, pour revenir au parti entre guillemets de Big Brother, il y a des acteurs vraiment fondateurs presque qui verrouillent à peu près chaque système. Donc on pourrait par exemple nommer Najat Vallaud-Belkacem comme le fut Vincent Payon auparavant, ou Christiane Taubira, ou les comiques à la Bedos, etc. Est-ce que finalement tout ça est un système mis en place où il faut une forme de colonisation de tous les secteurs afin que toutes les portes soient fermées finalement? En fait, les êtres humains font ce qui leur rapporte directement. Il n'y a pas d'organisation. Là, par exemple, j'en reviens encore à cette période d'attentat, les journalistes n'ont pas reçu l'ordre direct d'aller demander aux gens dans la rue quelle est votre première préoccupation et les amalgames. Ils n'ont pas demandé aux gens d'aller trouver des gens pour leur répondre ça. Le journaliste s'est intégré dès le départ. Il sait que lui, il a une mission, c'est ça. Si quelqu'un lui dira oui, l'islam, j'ai quand même un petit doute sur le... Bon, éliminé. Personne suivante, et finalement on garde que la version
officielle, c'est-à-dire celle qui est martelée par les médias pour donner l'illusion que toute la foule est derrière, ne pense que comme ça, et que donc les médias sont représentatifs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, et tout le système, même éducatif, etc., cette morale progressiste rapporte concrètement un statut, une aura, c'est voilà. Au-delà des avantages matériels, c'est un avantage comment dire, social, exactement. Voilà, vous avez une sorte d'admiration, d'aura, de supériorité morale absolue, parce qu'aujourd'hui, le nec plus ultra de la morale, c'est quand même de se dénigrer en tant que Français blanc et de faire la promotion absolue du différent, de celui, justement, c'est ça qui est très pervers, que ces gens perçoivent comme leurs inférieurs. Et voilà. On en revient au fait de ce que je dis, mais surtout parce que je fais. Exactement, voilà. Voilà, on en revient toujours à cette même logique. Parce qu'il y a des mots que vous martelez, l'égalitarisme, l'antiracisme, le féminisme, bon, qui rentrent dans l'égalitarisme aussi, comme des leitmotifs systématiques, où on peut revenir d'ailleurs à ces slogans avec lesquels on matraque littéralement les gens. Pas d'amalgame pourrait effectivement en devenir un. Et c'est vrai que les journalistes ont une place prépondérante dans ce travail, si je puis dire. D'ailleurs, dans le livre, vous épargnez pas vraiment Edwy Plenel. Visiblement, ce n'est pas un de vos amis. Mais vous avez déjà évoqué à maintes reprises que les journalistes étaient le journalisme était complètement verrouillé par la gauche. Mais alors, vous êtes journaliste, vous avez fait une école de journalisme. Oui, mais moi je suis un déséquilibré, je me suis radicalisé en prison. Enfin, j'ai des tas d'excuses pour avoir évité un peu Faites attention, parce que l'humour, maintenant, c'est pas toujours très bien perçu. Je me méfie. Non, alors les journalistes, déjà les gens qui vont à l'école de journalisme sont à 90% déjà dans l'idée, enfin ils n'y sont pas par hasard en fait, ils savent très bien ce qu'ils vont y trouver. L'école de journalisme les renforce, leur donne des armes pour propager leur idéologie. Et ainsi de suite. C'est-à-dire on ne peut pas faire carrière dans le milieu universitaire, dans le milieu journalistique ou à l'éducation nationale, dans tous les milieux qu'on veut, les milieux importants, ils sont très contrôlés. Si par exemple un chercheur se dit « bon, je vais publier quelque chose, j'ai peur que ce ne soit pas politiquement correct », il ne peut pas, il n'a pas la possibilité, il est jugé par ses pairs, les publications sont contrôlées, les publications ensuite sont relayées dans la presse classique. S'il a envie que sa publication existe, donc lui, d'exister en tant que chercheur, il est obligé de faire quelque chose de conforme. S'il ne le fait pas, c'est terminé, il sera plus financé, il n'aura plus rien. Donc voilà, c'est un tri automatique, permanent. C'est pareil pour le journalisme, c'est pareil pour même l'art contemporain, enfin c'est tout ce qui touche justement à l'égalité humaine en fait, tous les grands domaines de pensée français, tout ce qu'on voit à la télévision, c'est contrôlé. Voilà, à partir du moment où vous avez tous ces passages, toutes ces étapes qui vous empêchent parce que, ou alors il y a certaines personnes qui font le parcours quand même au début en se disant bon, je suis sceptique vis-à-vis de l'idéologie dominante. Mais je vais attendre un petit peu et ça va finir par bien se passer, je pourrais finir par dire les choses et finalement ils passent leur vie comme ça. Et au bout du compte, moi je connais personnellement pas mal de journalistes qui m'expliquent qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce que je dis et que c'est scandaleux, sauf qu'ils sont dans la... Voilà, ils peuvent pas le dire. Ils sont tellement investis dans cette société, dans cette carrière qu'ils ne peuvent pas le dire, ils ne pourront jamais le dire, donc ils vont passer leur vie comme ça, à se soumettre justement, comme on disait tout à l'heure, à ce système, et donc à ne jamais parler. Donc ce qui est fantastique finalement, c'est qu'il n'y a même plus besoin de faire de la censure, c'est de l'autocensure permanente. C'est ça, c'est un aveuglement volontaire, et qui est renforcé à chaque fois par les faits. Moi, cette affaire-là, Charlie Hebdo, m'a vraiment particulièrement frappé. Ce qui est bien, c'est que dans votre livre, vous reparlez de l'affaire Abdelhakim Dekar qui a attaqué BFM et Libération, où il a tiré sur un photographe de Libération qui, en plus, je crois, ne travaillait même pas à la rédaction, donc il était là par hasard, le pauvre. Et vous dites qu'il y a eu un avant et un après. Alors là, ça revêt encore plus d'ampleur, puisque évidemment, avec les attentats de Charlie Hebdo, là, c'est plus un avant et un après, c'est presque un Big Bang, pour le coup. Et ce qui est fascinant, c'est que quelle que soit la réalité des faits,
Big Brother parvient à la retourner à son avantage. Comme là, vous avez des actes commis au nom de l'islam qui deviennent une sorte de kermesse anti-islamophobie. Et c'est comme ça à chaque fois. Là, le cas d'écart, c'est un peu la même chose. Au début, évidemment, on essaie de dire que ça doit être l'extrême droite, etc. Et comme Mohamed Merah. Comme Mohamed Merah, comme à chaque fois, les blonds yeux bleus, etc. Bon, ça commence toujours comme ça. Et les mêmes, finalement, nous disent à la fin qu'il ne faut surtout pas de récupération politique, pas d'amalgame. C'est scandaleux, attention, faire très attention. Et au bout de 3 ou 4 mois, les gens ont complètement oublié ce qui s'est passé. Voilà, le matraquage a fait son œuvre. Et finalement, voilà, on a oublié la tentative de manipulation. C'est vraiment très intéressant. Et alors finalement, cette grande manifestation sans précédent, avec plusieurs millions de personnes dans Paris qui répondaient tous « Je suis Charlie », est-ce que c'est pas finalement un peu la démonstration de tout ce que vous dénoncez et de ce qu'on pourrait résumer finalement avec un hashtag qui a circulé aussi sur les réseaux sociaux, qui a été lancé par Brésinfo, qui était hashtag « Je suis un mouton ». Oui, parce que, bon, déjà, il y a ce qui est malheureux pour ces gens, c'est que sans doute beaucoup de gens l'ont fait par une sincérité, une inquiétude réelle du terrorisme, et se sont retrouvés au bout du compte derrière une seule banderole qui proclamait Je suis Charlie, on est pour le vivre ensemble, voilà, contre l'amalgame. Donc finalement, ils ont appuyé un message qui ne supportent sans doute pas, qu'ils subissent. Mais dont ils ne mesurent même pas la teneur, finalement. Oui, exactement. Parce que pour eux, effectivement, c'est légitime de faire ça, mais ils ne voient pas que Big Brother dissimule, avant de dissimuler les crimes de l'islam radical, il dissimule ses propres crimes. Parce que c'est Big Brother qui a fait cette situation-là. Les responsables de la sécurité en France, par exemple, si on prend les choses de manière très pragmatique, Cazeneuve, Valls, Sarkozy, Hollande, qui ont tous profiter concrètement du crime. Ces gens-là sont quand même responsables du suivi des délinquants qui sont devenus des terroristes, qui ont bénéficié d'aménagement de peine, d'emplois aidés, etc., de tout ce qu'on veut, de remise de peine, qui ont été reçus à l'Élysée. Qui ont même été reçus à l'Élysée, voilà, c'est quand même formidable. On ne peut pas venir nous dire qu'ils étaient laissés de côté, déclassés, parce que les jeunes creusois ou les jeunes axonais n'ont pas eu ça, n'auront jamais ça. Ces avantages-là. Voilà, donc c'est un échec absolu de ce système, et malgré tout, François Hollande double sa popularité. C'est fantastique. Alors bon, après, c'est des sondages, on ne sait pas, parce qu'il double sa popularité, on nous apprend dans le même temps que 80% des Français estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes. Enfin, on a toujours un peu du mal à suivre la logique de la chose, mais quand même. Finalement, est-ce que la quintessence de la manipulation ne réside pas dans le fait de systématiquement réduire chaque débat dans un débat totalement manichéen, avec le bien d'un côté, le mal de l'autre? Donc là, autrement dit, pour résumer, je suis Charlie, donc je suis bon, tolérant, ouvert pour l'égalité, l'ouverture d'esprit, etc. Et je ne suis pas Charlie, donc forcément, je fais l'apologie du terrorisme, parce que si on pousse, finalement, c'est un peu ça. Oui, mais c'est complètement ça. La comparaison d'ailleurs entre ceux qui hésitaient à être Charlie, à soutenir cette manifestation, tout de suite était mis du côté du mal absolu, du terrorisme contre la liberté. Oui, ça c'est clair. Enfin, on sent d'ailleurs très bien avec ce gouvernement que les plus grandes menaces sont ceux qui, justement, ne suivent pas le mouvement. Les terroristes, bon, c'est des pauvres gens, c'est des malheureux, et ça n'a pas été facile pour eux. Mais on sent bien que vraiment la menace absolue, ce serait que le fameux vivre ensemble qui n'a jamais existé se fissure concrètement dans l'esprit des gens. Ce serait la catastrophe, parce que mais d'ailleurs, il se fissure quand Valls se parle d'apartheid en banlieue. Enfin, c'est comme reprocher aux gens d'avoir créé cette situation-là alors que les gens l'ont subie depuis très longtemps. Bientôt, c'est comme s'ils reprochaient aux gens l'immigration, ça n'a vraiment aucun sens. Mais c'est ce qu'ils vont finir par faire. C'est un peu la citation de Bossuet, je crois. C'est Dieu se rit des hommes qui déplorent les faits dont il chérisse les causes. Je crois que Renaud Camus avait dit ça, c'était en gros déplorer les conséquences et marcher pour les causes avec ces manifestations. Mais c'est exactement ça.
Et alors, vous revenez très souvent donc à cet instinct animal dont on parlait tout à l'heure, mais ce qui est un peu paradoxal peut-être dans ce que vous expliquez, c'est que vous regrettez visiblement que cet instinct animal se soit dissipé, puisque ça nous a rendus plus domestiqués, donc plus facile à manœuvrer finalement, mais on pourrait penser que si l'instinct animal venait à ressurgir, on pourrait arriver à un ensauvagement bien supérieur de la société. Ensauvagement d'ailleurs que vous dénoncez dans la France Orange Mécanique. Oui, c'est la ligne de... C'est-à-dire que c'est très compliqué. Pour qu'un contrôle soit repris de la situation avant une situation dramatique, il faudrait qu'il y ait une réaction très forte. Or là, elle est vraiment impossible. Il n'y a pas de question d'homme providentiel, tout ça. C'est-à-dire que les gens regardent la télévision, donc il n'y a pas de réaction possible. Il faut vraiment que la situation soit désespérée pour que, comment dire, une sorte d'instinct de survie reprenne le dessus, parce que là, l'instinct de survie est vraiment nul. Il faut comprendre que les gens qui se font agresser sont capables de dire que non, il ne faut pas d'amalgame. La domestication est vraiment extrêmement puissante. On est dans la situation des animaux de cirque. Quand vous avez le lion qui hésite à sauter dans un cercle de feu, comme il a peur du fouet, il saute dans le cercle de feu, ça n'a aucun sens pour lui, pour sa nature, pour ce qu'il est. Il le fait quand même parce qu'il a peur, et nous sommes dans cette situation-là. Nous admettons à l'extrême, nous acceptons tout ce qui nous est donné d'accepter par la télévision, il n'y aura aucune réaction comme ça. Donc on est condamné à penser que la situation va se dégrader forcément, et qu'une réaction ne pourra avoir lieu qu'à ce moment-là, un moment de dégradation extrême. C'est pas du tout réjouissant. Et alors, cette perte d'instinct, finalement, est-ce qu'on peut considérer que c'est une perte d'humanité ? Ah oui, parce que c'est une perte même d'animalité qui fait la vie, parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est de vaincre l'adversité, une adversité extrêmement dure. Et quand un organisme n'est pas mis à l'épreuve, il cesse d'évoluer. Il y a plus, c'est une régression. Là, c'est dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'avons plus aucune... il n'y a plus aucun combat pour rien du tout. On regarde passer les choses, on déplore vaguement la perte de quelque chose un peu abstrait, une sorte d'identité, nation, etc. Mais ça s'arrête là. Tant que l'organisme n'est pas directement sollicité, tant que la vie n'est pas en jeu vraiment, il ne se passe rien. Et donc... c'est pour ça que Big Brother est extrêmement puissant, parce qu'il a su créer des conditions de prospérité, entre guillemets, une illusion de course à la récompense qui ne peut jamais être satisfaite. J'explique dans le livre, c'est une sorte de toxicomanie, de courir comme ça à la récompense factice. Mais on tient toute la vie comme ça, on devient un peu fou, bon, et on réussit, voilà, on survit. Mais ce n'est que ça, ce n'est que de la survie. Et alors quand on vous lit, on a l'impression qu'il y a une autre illusion, c'est celle de la liberté, en réalité, parce que finalement, avec tous ces vecteurs de conditionnement, on a l'impression d'être libre, mais qu'on ne l'est plus. Ah oui, si vous connaissez quelqu'un qui pense par lui-même vraiment, qui a une pensée qui lui est propre, je vous félicite, parce que je connais personne comme ça. Peut-être qu'il faut être ermite pour ça. Oui, peut-être. J'ai pas de solution, j'ai pas de miracle, mais je constate que tous les gens répètent inlassablement des choses qui viennent d'ailleurs, parce que ça leur sert d'une manière ou d'une autre, et sans avoir de vision du tout globale. Les gens n'ont plus aucune vision à long terme des choses. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent parmi cela, même si elles sont un peu raillées, un peu blacklistées, pour utiliser un anglicisme. Il y a notamment Éric Zemmour, certes, qui a été viré d'ITélé, mais qui a toujours son émission avec Nolo sur une autre chaîne câblée. Il y a peut-être Michel Houellebecq avec son dernier livre, qui a fait beaucoup polémique, mais qui est sorti en librairie, qui n'est pas interdit, qui n'est pas victime de censure. Il y a éventuellement Jean-Marie Le Pen, qui a dit, lui, je suis Charlie Martel. Et puis il y a peut-être vous aussi. Mais finalement, est-ce que cette illusion de dissidence, de ne pas crier, de ne pas hurler avec les loups, finalement, vous n'êtes pas vous aussi des outils du système ? C'est une bonne analyse, parce que justement, comme dans 1984, le système a besoin de détourner l'agressivité de ses troupes vers un ennemi.
S'il n'y a pas ça, on ne peut pas avoir de cohésion. C'est animal. Voilà, il faut qu'il y ait un ennemi au groupe. Dans 1984, c'est un personnage qui s'appelle Goldstein qui joue ce rôle où tous les gens doivent l'insulter, que c'est une sorte de rituel. On a l'impression quand même que des individus comme Zemmour, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on décide à un moment donné de le lyncher, d'essayer de le mettre à mort socialement. Il survit toujours, il revient toujours, donc on peut continuer le lynchage, c'est plus ou moins infini. Et ça permet de resserrer les rangs contre la bête immonde. Est-ce qu'au contraire, c'est peut-être pas une forme de fusible ? Voilà, on peut penser aussi que c'est ça, qu'il y a un besoin d'une sorte de soupape de sécurité, de permettre aux gens de se dire « Ah, vous voyez, il y a quand même plusieurs pensées qui cohabitent ». Mais au bout du compte, très bien, nous sommes là, voilà, on dit les choses, mais la situation continue pour autant. Donc moi je veux bien, c'est très bien, mais ça s'arrête là. Donc voilà, encore une fois, Big Brother est plus fort pour l'instant. Parce qu'il réussit à canaliser toutes les haines sur des personnages comme ça. Et il a une telle puissance de feu que voilà, il pose ses limites. Il y a peut-être des gens qui vont adhérer, comme dans 1984, qui vont adhérer à Goldstein, qui vont y croire, qui vont adhérer à Zemmour, qui vont se dire que c'est un génie, qui vont le soutenir, mais concrètement, jusqu'où ça peut aller, je suis pas sûr. À mon avis, il y a une limite qui va très vite être trouvée. Et justement, concrètement, comment vous voyez la suite finalement ? Parce que quand ça se termine avec une citation, pas la dernière ligne, mais l'avant ou avant-dernière, se termine avec « cesse d'être fou et sois homme ». Alors avec ça, ça aussi c'est assez ambivalent parce que finalement, tout au long du livre, on a l'impression que c'est foutu, que c'est même plus le suicide français, là c'est le carnage français, qu'il n'y a plus rien à attendre. Et finalement, vous essayez de donner un élan, mais vous répétez pendant 360 pages que de toute façon c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Mais la personne qui donne l'élan dans le livre est déjà lui-même désespéré, un peu hors circuit. Donc évidemment, celui qui entend le discours devant sa télévision se dit très, très concrètement, il fait un calcul, il se dit que la personne qui lui envoie ce message est déjà désespérée, probablement un peu folle, un peu étrange, en tout cas voilà, pas tout à fait normale. Et il voit la puissance de Big Brother. Et donc, il est très probable qu'ils choisissent le camp qui rapporte, le camp de la masse. Donc oui, le constat n'est pas très réjouissant. Donc après, les choses évoluent extrêmement vite. On a une sorte de parenthèse. Hein. On a Internet, il y a voilà. Là, c'est ce que je montre aussi dans le livre, c'est que tout un système qui repose sur des médias qui n'existent pas parce qu'ils sont ou subventionnés ou financés par des oligarques ou par l'État plus ou moins de manière qui ne sont pas lus, mais qui quand même qui tiennent. On l'a vu avec Charlie Hebdo d'ailleurs. Qui font l'homogénéité intellectuelle de ce régime, peuvent être complètement débordés. C'est pour ça qu'Internet va beaucoup intéresser les gens qui sont au pouvoir dans les années qui viennent. Ça a déjà commencé. Donc ça a déjà commencé. Vous faites référence au Patriot Act, par exemple ? Je parle plutôt de la défense de Big Brother, comme Valls, les mesures qu'il est en train de promulguer en ce moment. Oui, justement, dans le cadre ce qu'on appelle le Patriot Act à la française. Oui. De restreindre autant que faire se peut les libertés sur Internet, parce que c'est catastrophique pour un régime comme ça, qui est basé sur une liberté d'expression factice avec les médias en place, qui contrôle l'expression. En réalité, c'est une illusion absolue de démocratie. Si il y a d'autres voies, moi c'est simple, mon livre sans Internet n'existe pas pour les gens. Donc s'il y a d'autres voies comme ça, il y a peut-être une chance pour les gens de trouver d'autres voies. Sinon, voilà, ils n'ont qu'à se ranger au nombre. Alors, comme vous n'avez pas peur, la France Big Brother vient de sortir, mais en plus, le 12 mars, sort la nouvelle, la version augmentée de la France Orange Mécanique. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots au sujet de ce livre ? C'est-à-dire, comme en matière de sécurité, on est très vite dépassé par la réalité. Donc, le livre, certains journalistes m'ont dit qu'il était beaucoup trop exagéré. Tous les gens m'ont dit qu'il était beaucoup trop timoré. Donc là, on essaie de rattraper, on essaie de suivre le rythme, en fait. C'est pas évident.
quand vous avez Christiane Taubira qui contrôle la justice en France, le rythme de l'évolution du progressisme face à la réalité. Il y aura dans cette version augmentée l'analyse de l'affaire Charlie Hebdo, du traitement... C'est presque une exclue, alors on peut le dire? Oui, tout à fait. C'est une vraie exclue même. C'est une vraie exclue. Il y aura un développement de cette affaire, il y aura beaucoup d'autres faits qui sont passés plus ou moins inaperçus, des faits ou dramatiques ou des extrapolations politiques de faits divers. Par exemple, l'agression d'Evry qui a été reprise par tous les médias pour des raisons précises. Voilà, cette manière de traitement, les évolutions récentes, et pour montrer que finalement, l'aveuglement a été décidé, est entériné. On a décidé de continuer coûte que coûte dans cette voie, sans aucune concession réelle. Donc voilà, maintenant on en est là et voyons ce qui va se passer. Et ben on vous recevra alors pour la France Orange Avec Mécanique plaisir. 2. Merci beaucoup Laurent Berton. Merci à vous.